Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier, qui a fait 3 diagonales, dont la récente Strasbourg-Hendaye. Olivier, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Olivier Cohen, j'ai 54 ans, j'habite à Dunkerque et je suis enseignant-chercheur dans une université. Je précise que je suis donc maître de conférences de géographie, ce qui expliquera certaines de mes perceptions et de mes pratiques de la diagonale. Merci Olivier, et quelle a été ta première diagonale ? Alors la première diagonale, je l'ai faite en 2021. C'était Menton-Dunkerque et j'étais accompagné de 2 copains d'un club de cyclotourisme dunkerquois qui s'appelle l'Union des cyclotouristes du littoral nord. Menton-Dunkerque, tu as commencé par monter tout de suite ? On a fait 1 km de plat et le long du rivage à Menton, et puis tout de suite on a attaqué les montées. Et donc tu as réalisé cet été Strasbourg-Hendaye, peux-tu me dire comment tu l'as préparé ? Alors à Strasbourg-Hendaye, il faut avouer que c'est mon camarade Thierry qui l'a beaucoup plus préparé que moi. Lui est vraiment très compétent en la matière, hein. C'est un cyclotouriste chevronné, ayant déjà réalisé 8 diagonales, 2 Paris-Brest-Paris, 2 Londres-Édimbourg-Londres. Et c'est quelqu'un avec qui j'adore rouler, j'ai toute confiance en lui. C'est un orfèvre en la matière, hein. Donc Thierry a élaboré une feuille de route très détaillée pour chaque jour, incluant notamment, ce qui me semble intéressant, les temps de pause et les endroits où nous allions faire nos pauses. C'est très pratique. Par exemple pour gagner du temps quand on est un petit peu en retard. Il avait aussi dimensionné, alors on avait bien sûr parlé ensemble, la longueur des étapes. Ça c'est une chose très importante. C'est-à-dire tu partais sur des étapes de combien de kilomètres ? Alors pour cette diagonale qui fait 1145 km, nous avions décidé de faire 5 étapes, ce qui change des précédentes. Une première étape de 140 km environ qui nous amenait de Strasbourg à Belfort. Une deuxième étape de mémoire de, comme c'était à peu près plat, de presque 300 km à quelques kilomètres près. Et une troisième étape qui nous a fait traverser le Massif central de 260 km environ. Bien ondulé, bien casse-pattes. Une quatrième étape de 280 ou 290 km et qui fut également finalement très ondulée et très fatigante. Et enfin une dernière étape de 150 km. Voilà, pour terminer, arriver en début d'après-midi. Sur la feuille de route, Thierry partait sur quelle vitesse moyenne ? Toujours une vitesse moyenne modérée, hein, de 19 km/h. 19, et combien de temps d'arrêt vous prévoyez par jour ? Alors par jour, en moyenne, hors pause sommeil, hein, hors nuit, on était entre 1h40 et 2h de pause. Donc pause du midi, pause course, pause collation, etc. Alors justement, par rapport aux courses, comment vous gérez tous les deux l'alimentation et l'hydratation ? Ça c'est un élément clé, hein, dans les pratiques de longue distance. Le principe était de conserver un rythme régulier, celui auquel on est habitué les jours normaux. Donc de faire un bon petit déjeuner, de faire un repas le midi et un repas le soir. Et on ajoutait une bonne collation en milieu de matinée et une autre collation, un gros goûter en milieu d'après-midi. Et éventuellement on complétait aussi avec des bars, des fruits, des bananes quand on avait faim. Donc il faut bien manger. Souvent on prenait même 2 petits déjeuners à 1h30 ou 2h de décalage. Sur une étape de 200 ou 300 km, oui. Vous partez à quelle heure le matin ? On part en moyenne vers 4h30. Et comment justement vous gérez l'hébergement ? Pour l'hébergement, nous avions réservé des hôtels. De préférence des hôtels de type campanile, etc., où il est facile de pouvoir stocker son vélo. Où on avait pris contact avec les hôteliers aussi pour savoir s'ils avaient un local. Par exemple, à Digoin, c'est là où nous avons fait notre deuxième étape. On a pu ranger nos vélos dans le local technique de la piscine. Ce qui est un confort. Ah oui. En plus, les vélos étaient bien au chaud. Quand tu pars sur plusieurs jours, comme ça, vous avez eu chaud, vous avez eu quelle météo ? Une météo difficile ? Là, on a eu de la chaleur de A à Z.
C'était la diagonale la plus pénible de toutes celles que j'ai faites. C'est la plus belle, de loin, mais la plus difficile par le dénivelé. C'est très casse-pattes, hein. C'est des bosses, des creux, des bosses, des creux, quasi, enfin à partir du massif de la Bourgogne. Voilà, ça n'arrête pas, c'est vraiment fatigant. Les troisième et quatrième étapes ont été vraiment éprouvantes et on a eu de la chaleur tout le temps dès Strasbourg. Voilà. Et de la grosse chaleur dans le sud-ouest. Vraiment, c'était étouffant, quoi. Étouffant, on brûlait. Ça a été particulièrement pénible. On avait déjà eu de la canicule l'an dernier, mais pas au point de cette année. Vraiment. Il y a des moments où il fallait vraiment s'arrêter pour se mettre à l'ombre. On cherchait de la fraîcheur. Il nous est arrivé d'arriver dans des villages et même les fontaines étaient à sec. On a quémandé de l'eau chez les habitants au bord de la route, tellement on avait soif, quoi. Ça a été vraiment pénible. Dans des conditions de canicule comme ça, comment tu t'hydrates assez? Comment tu fais pour t'hydrater? Il faut boire sans arrêt, se protéger, se crémer, mettre de la crème indice 50, en mettre toutes les 2 heures. Il faut rouler parce que ça crée du vent et donc ça permet de se rafraîchir. Je prenais soin de bien mouiller la tête. J'ai un sous-casque qui est très pratique, qui est conçu pour cela, qui est dans un tissu un petit peu éponge. Et une fois mouillé, ça permet de garder un petit peu de fraîcheur pendant une demi-heure. Mais c'est déjà pas mal. Donc ensuite, il suffit de le remouiller. Avec la gourde, hein, ça suffit. Est-ce que cette canicule vous a ralenti par rapport aux prévisions de la feuille de route? Oh que oui. C'est impressionnant comme notre corps se met en mode économie d'énergie. Alors ce mode économie d'énergie, nous l'avons recherché dès le départ, parce que c'est dans notre stratégie de régulation de l'allure. Mais là, même sans le vouloir, notre corps s'est mis vraiment au ralenti. On avait prévu une moyenne de 19 km/h. Il y a des moments où on était à 17 en vitesse de croisière. Ou là, bien sûr, on allait un peu plus vite dans les descentes. Hein. Et c'est fou, quoi. Même le rythme cardiaque, je pensais qu'il allait augmenter. Je regardais mon rythme cardiaque, il était bas. Parce que tout le corps se met dans une sorte de catatonie étonnante. J'en suis surpris, physiologiquement, je suis surpris de la réaction de mon corps. Et pour Thierry, c'était la même chose. Vraiment, sans doute un réflexe naturel de protection, c'est étonnant. Donc la vitesse de 17 n'était pas due au vent de face, c'était dû clairement à la protection du corps. C'était la chaleur. Et à un moment, je me rappelle, je me dis, oh là, on va vite. Et je regarde mon compteur, on était à 22-23. Ce qui normalement est notre vitesse de croisière. Et de fait, le soir, vous êtes arrivé plus tard que ce qui était prévu. Ah oui, on arrivait plus tard, c'est clair. On essayait de rogner sur les pauses, sauf qu'il faisait tellement chaud que des pauses, on a dû en rajouter par rapport à ce qui était prévu. Donc forcément, c'est la pause sommeil qui est grignotée. Forcément. Donc on a très peu dormi lors de cette diagonale. La nuit la plus longue qu'on ait faite, elle faisait 4 heures. Alors, c'est difficile, tu as eu à la chaleur, tu rognes sur le sommeil. Comment, dès la première étape, tu fais, toi, pour gérer l'effort, pour garder de l'énergie jusqu'à la fin? Thierry et moi jouons sur l'expérience. Nous savons que sur les longues distances, il faut vraiment réguler notre rythme, ne pas chercher à aller trop vite, même si on se sent en forme. Il ne faut pas se laisser emporter par l'enthousiasme et réguler, parce que tout watt dépensé justement lors d'une bouffée d'entrain, ça se paye plus tard. Et ça, je l'ai testé par exemple sur le Paris-Brest-Paris cette année, à peu près à 650 km cumulés, après Brest, là, dans le nouveau tronçon. Là. Je me sentais bien, il y avait une descente, et puis j'attaque la montée d'après en danseuse pour dépasser des gens. D'accord, moi je les ai dépassés, sauf qu'après ils m'ont rattrapé, ils m'ont dépassé, parce que voilà, je me suis fusillé, hein. Je l'ai payé par la suite, hein, dans les kilomètres qui ont suivi. Donc il faut s'économiser, voilà. On prend un rythme confortable, on se met dans une zone de fréquence cardiaque confortable, la zone 3, début de zone 3, et puis on roule tranquille. Tu as un cardio-fréquence-mètre? Oui. Et la zone 3, en termes de pourcentage de ta fréquence max, c'est quoi? T'es dans quel pourcentage? Moi, ayant un cœur lent, je suis à 110. Pulsation, en pourcentage de ta fréquence max, ça fait quoi? Tu as une idée? La fréquence max, je l'atteins vraiment très rarement. C'est vraiment exceptionnel. Il faut que je sois sur home trainer ou en danseuse dans une montée. Je dois être à
La zone 3, je crois que c'est entre 60-70%, je crois. J'y suis à peine. Donc tu sais que 110, c'est ta pulsation Ouais. idéale pour faire du long. Oui. Ok, donc même dans les montées, tu montes à ton rythme. Oui. Ah oui, oui, oui. Il faut monter à son rythme. Ok. Tranquille. Donc le maître mot, c'est la régularité. de La l'effort. régularité, oui. Alors, même si tu as la régularité, comment tu t'entraînes pour une diagonale? Combien de kilomètres tu fais avant une diagonale? Comment tu t'entraînes? J'ai un bon copain du club de vélo de Dunkerque, l'Union des cyclotouristes du littoral nord, qui disait qu'avant de faire une diago, il fallait rouler 5000 km. Je pense pas que ça soit nécessaire. Il faut travailler sur la qualité de l'entraînement. Et Eddy Merckx disait autrefois qu'il fallait rouler, rouler, rouler. Bon, bah oui, il faut rouler, mais ça sert à rien de faire 8000 km avant de faire une diago, ni même 5000, je pense. Ce qui est utile, c'est quand on débute, d'y aller progressivement, de commencer par les brevets FFCT. Bon, le 100 km, je peux le mettre de côté parce que tout le monde sait faire 100 km. Faire les 250, 350, puis faire aussi des BRM de 200, 300, 400. Ça suffit. 600, il n'y a pas besoin. Et pour se rassurer, savoir qu'on peut le faire dans la journée, mais après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est enchaîner ces longues distances et dormir peu. Donc il faut de l'expérience. Pourquoi ne pas essayer aussi de faire un brevet de 600 en faisant une pause dans un hôtel? Je pense que c'est un très bon plan. Et si on sait faire un brevet de 600, la diagonale, ça passe tout seul. D'accord. Franchement, ouais. Un 400, c'est pas révélateur, parce qu'un 400, souvent, on fait une nuit blanche, et puis on peut arriver très fatigué, ça veut pas dire qu'on va réussir une diagonale. Il faut rouler régulièrement. Moi, j'essaie de faire entre 3000 et 3500 km avant une diago. Ça me convient bien, et je ne cherche pas à performer, hein, je cherche à arriver au bout, dans les temps. Même si c'est une demi-heure avant, peu importe. L'objectif, c'est de le faire. Et surtout, de prendre du plaisir. Je ne cherche pas à faire le plus petit temps possible. C'est pas du tout ma philosophie. Quand tu t'entraînes, tu fais du fractionné ou pas plus que ça? Alors, sur la route, j'en fais rarement. J'en fais sur home trainer. Parce que je fais aussi du home trainer pour m'entraîner, notamment l'hiver. Mais en général, je fais au moins une séance de home trainer par semaine. Donc, c'est très bien pour s'entraîner à faire du fractionné, travailler la cadence. Et travailler aussi la résistance à l'effort en serrant le frein. Et au départ, on fait des petits trucs de 30 secondes, après on passe à 1 minute, après on passe à 5 minutes, à 10 minutes, à 20 minutes, et puis ça fait vraiment travailler la résistance à l'effort comme si on faisait une grande montée. Et ça aide beaucoup, c'est très complémentaire. Moi, en travaillant ces exercices-là, oui, ça m'a beaucoup aidé. En 2020, par exemple, pendant le premier confinement, comme j'étais bloqué à la maison, j'ai fait quand même 1100 km de home trainer avec beaucoup d'exercices. Et ben, j'avais vraiment la patate en sortant sur la route. Ouais, ça marchait, ça allait très très bien après, tout de suite. Et j'ai refait ça en 2021. Non, et pour moi, c'est très utile. Tu avais un home trainer connecté ou Non, un home trainer de base, très base, simple. okay. Un vieux home trainer avec simplement 5 niveaux de frein, ça ne freinait pas très fort, mais ça me suffit. Alors, on parle de l'entraînement, la diagonale, tu fais ta diagonale, quel plaisir tu y trouves dans une diagonale? C'est une question qu'on nous pose souvent quand on est sur la route et que les gens voient nos plaques de cadre, alors sur la route ou dans le train parfois aussi. Avant tout, pour moi, c'est l'occasion d'une découverte, de découvrir la France par exemple, la France rurale profonde souvent, parce qu'on passe par vraiment ce qu'on appelle la France du vide, hein, avec des petits villages parfois quasi abandonnés, on traverse des grandes plaines avec des grands champs ou des grandes forêts, des massifs, et on voit beaucoup de belles choses, de belles forêts avec de bonnes odeurs. Dans les Vosges par exemple, qu'est-ce que ça sent bon là, les forêts de pins. La plaine d'Alsace était superbe avec la ligne bleue des Vosges à l'horizon. Là, pendant la diagonale Strasbourg-Hendaye, on a vu tellement de beaux paysages. La descente de la vallée de la Vézère était une pure merveille. On a vu des villages troglodytes, les Hésies, c'est magnifique à voir. Pendant les diagonales précédentes, j'ai vu aussi de très beaux endroits, d'ailleurs, où nous sommes repassés pour aller en vacances. J'avais longé le Vercors, ben là on était allé en vacances dans le Vercors, c'est magnifique. Ce qui est frustrant dans les diagonales, c'est qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc, mais ça donne envie. Donc après, on peut retourner en vacances. Voilà, c'est un bon moyen d'avoir un aperçu de la France. C'est vraiment un beau voyage. Après, l'aspect
plus performance importe moins. On me dit que c'est de la longue, de la très longue. Maintenant, on dit ultra distance. Alors, ça fait gros balèze, ultra distance. C'est le terme à la mode. Ah, ça fait bien en public. Moi, je fais de l'ultra distance, mais bon, c'est le cas. Mais c'est surtout une fabrique de souvenirs. Ça, c'est top. J'aime beaucoup cette expression d'ailleurs. Et des souvenirs que l'on va consigner dans le compte rendu. Ça... Alors justement, le compte rendu, c'est un intérêt de le faire, c'est une chose bien, une Oui. obligation. C'est une obligation parce que c'est une demande de la fédération. Et puis aussi, les comptes rendus peuvent être publiés dans le Petit Diagonaliste, qu'il faut lire, justement, parce que ça, on apprend énormément de choses. Je me souviens d'un article que j'avais lu sur la diagonale de Dunkerque-Menton, par un couple, et eux avaient aussi subi la canicule, et ils en avaient souffert, et ça m'avait été d'une grande utilité dans leur expérience. Ce compte rendu, c'est l'occasion pour moi, d'un exercice d'écriture, parce qu'on écrit finalement très peu. On fait des mails, on fait des SMS, mais on écrit peu, c'est du technique. Et là, on a le temps moi, je prends le temps de m'attabler, de faire un effort de mémoire, ça c'est important, parce qu'on voit tellement de choses dans une diagonale qu'il est difficile de tout se remémorer. Donc je fais un gros effort de mémoire, j'essaie aussi de faire pas mal de photos pour justement avoir des traces visuelles. Et ce compte rendu, j'essaye de l'écrire de la façon la plus attractive possible. Je ne suis pas Antoine Blondin ni Louis Nucera, mais j'essaye de donner envie, voilà, de transmettre parfois les petites émotions que j'ai pu vivre, de parler des rencontres que j'ai faites, par exemple avec des saristes. J'ai rencontré par exemple l'an dernier un charmant sariste qui s'appelle Marc Jacquemont, qui est venu nous chercher pour nous amener jusqu'à Strasbourg. Et on fait de belles rencontres comme ça. Là, cette année, j'ai rencontré Serge et Gilbert, qui habitent dans la région bayonnaise, et qui nous ont été d'une grande utilité pour terminer, parce qu'on avait le vent dans le nez, on était fatigués, usés, et ils sont mis devant nous, ils nous ont ramenés jusqu'à Bayonne. Ça a été vraiment très appréciable. Alors, on parlait de satisfaction avant une diagonale, la découverte, les beaux paysages. En dehors de la performance, il y a quand même la satisfaction de l'avoir réalisé. Oui, tout à fait. C'est un défi aussi, surtout la première fois. C'est vraiment un défi. C'est intimidant, mais il faut y aller comme en ayant bien préparé les choses, parce que se louper, c'est toujours un peu c'est frustrant. Alors il y a toujours des explications. Un échec entre guillemets, c'est pas forcément toujours un échec. Ce qu'il faut dire, c'est l'expérience qui rentre. Mais il faut bien se préparer physiquement, techniquement, avec la préparation du vélo, des bagages, etc. Dans la gestion de l'alimentation aussi, on apprend des choses. Je dirais la seule chose qu'on ne maîtrise vraiment pas, c'est la météo. Et comme en tant qu'actif, j'ai pas possibilité de décaler beaucoup, donc j'ai une marge de manœuvre limitée. J'ai une semaine et puis on réserve les billets de train à l'avance, donc on est quand même assez contraint par ça. Peux-tu me parler de ton vélo et de ton chargement? Tu pars le plus léger, tu emmènes beaucoup de choses. Ouais. Le vélo, alors depuis l'an dernier, j'ai changé de vélo. J'avais, lors de ma première diagonale, une randonneuse classique relativement légère, Sifac, un vélo magnifique que j'adore, que j'ai toujours. Et là, j'ai investi dans un vélo quasiment tout en carbone, de marque Origine, une marque qui me tient à cœur parce que c'est une marque du nord de la France, et qui fait des vélos de très bonne qualité. Un vélo qui est un vélo gravel, donc avec une géométrie de randonneuse, dirait-on, avec un angle de chasse assez marqué à l'avant, des bases assez longues à l'arrière, un vélo qui est très stable, très 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 confortable, sur lequel j'ai mis des pneus de route, des garde-boue, parce que les garde-boue, j'en mets toujours, et j'apprécie beaucoup de ne pas avoir la transmission toute sale quand il pleut, ou mon dos tout crotté. Donc c'est quand même une belle protection, les garde-boue. Ils sont très légers, en plastique. C'est pas forcément fabuleusement joli, mais enfin, noir sur des pneus noirs, ça se voit à peine. Et j'ai rajouté des prolongateurs sur ce vélo, parce que lors de ma première diagonale, j'avais eu des douleurs dans les mains, à force de m'appuyer. Et aussi dans les pieds et dans les fesses.
Donc avec les prolongateurs, ça me permet de changer ma position, d'être plus aérodynamique, surtout pour fluidifier mon mouvement, pour rendre le pédalage plus facile, sans chercher forcément à aller plus vite. Et ça permet vraiment de soulager le dos, vraiment beaucoup de soulager le dos. Et aussi les mains, aussi les fesses et les pieds. Donc c'est un élément de confort, les prolongateurs. Ah oui, c'est vraiment un élément de confort. Grand confort. Je reviendrai sur les sacoches, tu parlais des fesses. Est-ce que c'est un problème? Comment tu fais pour ne pas avoir mal aux fesses? En fait, j'ai toujours mal aux fesses. Voilà. J'ai mon camarade Thierry, lui, qui n'a jamais mal aux fesses. Il ne bouge pas sur son vélo, il a toujours quasiment la même position, il ne prend pas le creux du guidon, et il n'a pas mal aux fesses. Moi j'ai mal aux fesses, alors maintenant je mets de la pommade. Je la mettais en curatif à partir du 2e ou 3e jour quand je commençais à avoir des toutes petites douleurs. Et maintenant je la mets dès le 1er jour en prévention. Et ben, ça améliore quand même grandement les choses. C'est pas parfait, mais ça améliore les choses. Et cela, quelle que soit la selle, j'ai essayé plusieurs selles. J'ai toujours mal aux fesses. Plusieurs cuissards aussi, j'imagine. J'ai essayé plusieurs cuissards, oui. C'est toujours le combo cuissard-selle qu'il faut tester. J'ai pas testé toutes les conjugaisons possibles. Il faut tester ça avant, bien sûr, de partir en diagonale. Je pars avec 2 jeux de vêtements. Voilà, 2 cuissards, 2 jerseys, 2 paires de gants, 2 paires de chaussettes, une gapette, j'aime bien les gapettes, un sous-casque aussi, un petit tour de cou éventuellement, et puis aussi une paire de manchettes pour le petit matin, parce qu'il peut faire frais, une paire de jambières au cas où le petit matin soit vraiment frais. Ça peut arriver quand on part très tôt, et puis une petite veste de pluie très fine, très très imperméable et respirante, et un petit pantalon de pluie assorti. C'est un ensemble de trail de chez Decathlon qui va très bien. Tu ranges le tout dans quel type de sacoche? Alors lors de ma première diagonale, j'étais parti avec une sacoche de type sac photo, avec des petites pochettes que l'on déplie sur les côtés, que j'aime beaucoup, c'est très pratique, mais il faut un porte-bagages. Sur mon nouveau vélo, j'ai installé des sacoches qu'on appelle de type bikepacking, donc il n'y a pas besoin de porte-bagages. Je fais attention à bien compartimenter mon chargement, c'est-à-dire à spécialiser le contenu de mes différentes pochettes, parce que j'ai une pochette de selle, donc arrière, accrochée à ma tige de selle, dans laquelle je range tout mon nécessaire pour la nuit, mes rechanges. Donc je n'ai qu'à l'extraire du harnais et je vais à la chambre d'hôtel. Je mets tout au fond aussi un pneu de rechange, au cas où plié, et une trousse de secours. Ensuite, j'ai une pochette de cadre dans laquelle je range une chambre à air de rechange, éventuellement un petit peu de nourriture. J'ai une petite pochette de top tube dans laquelle aussi je mets quelques barres, mon téléphone, des choses comme ça. Il n'y a pas une grande capacité de chargement. J'ai une petite pochette de cintre accrochée sous mes prolongateurs, dans laquelle là je mets c'est un peu vide-poche, un fourre-tout, voilà. Et puis aussi j'ai des pochettes cylindriques de part et d'autre de mon axe de direction, dans lesquelles je peux mettre un sandwich, des bananes, des fruits, et aussi une petite flasque souple pour avoir une gourde supplémentaire. Ça me permet d'avoir 3 bidons si on veut, voilà. 2 bidons rigides mais petits, parce que mon cadre c'est un taille S, voilà, je peux pas en mettre des grands, et puis donc une flasque souple en plus. Tu recherches la légèreté à partir en n'emmenant que le strict nécessaire ou... Je recherche pas la légèreté à tout prix, mais j'ai appris avec l'expérience que c'était pas la peine de se surcharger. Voilà. Et surtout quand on part à 2, l'intérêt c'est qu'on s'est organisé avant et on s'est réparti les charges, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 2 multitools. Voilà. Il y en a un qui prend une boîte à outils, l'autre qui prend par exemple la trousse de secours, l'un qui prend des cartouches de CO2 pour gonfler, voilà, l'autre n'en prend pas. On se partage. Pour tout ce qui est outillage, ça c'est déjà un petit peu de poids en moins. Parce que les cartouches de CO2, les outils, ça pèse quand même quelques dizaines voire centaines de grammes.
Alors, par rapport à la navigation, même si Thierry fait la feuille de route, tu emmènes un GPS, tu as quoi? Oui. Bah, Thierry et moi sommes sur les mêmes bases de navigation. Thierry est un marin averti aussi, donc quand on dit navigation, il tend l'oreille. Il est habitué à programmer ses croisières et puis voilà, il sait vraiment naviguer au large. Moi aussi, j'adore ça en tant que géographe. J'utilise uniquement maintenant des plateformes internet pour programmer l'itinéraire. J'ai laissé tomber depuis longtemps les cartes papier, même si j'aime bien ça, moi, en randonnée pédestre, parce qu'on arrive à faire une randonnée pédestre sur une seule et même carte pour traverser toute la France. Il faut plusieurs cartes, donc c'est quand même encombrant. Quand il pleut, ça n'est pas très facile à manipuler. La nuit, on n'y voit rien, donc voilà. C'est maintenant GPS, hein. Je pense que tout le monde est passé au GPS. Et ça nous permet un gain de temps phénoménal. Voilà, vraiment phénoménal depuis que je suis passé au GPS. Il est très clair que je n'ai plus à chercher ma route et je fais ne serait-ce que les brevets en beaucoup moins de temps. Voilà, ça c'est clair. On n'a qu'à suivre les indications du GPS. Ça simplifie beaucoup. Oh, ça simplifie énormément la tâche, ouais. Alors, parmi les points noirs, souvent sur une diagonale, il faut rejoindre la ville de départ et de la ville d'arrivée, rejoindre ton habitation. Comment vous faites ça, tous les deux? On y va en train, un peu comme on peut. Donc nous, on passe toujours par Paris. Donc pour aller à Paris, nous prenons le TER, qui nous permet tranquillement de transporter les vélos. C'est long, il nous faut une grosse matinée, il faut 4h, 4h30 pour arriver à Paris en TER, en passant par Lille, Arras, Amiens, ça dépend des fois, ou alors Boulogne-sur-Mer, Abbeville, Amiens. On sait quand on part, on ne sait pas toujours quand on arrive. Et ensuite, nous prenons le TGV. Pour aller à Strasbourg, nous avons pris un TGV qui pouvait embarquer quelques vélos. Pour revenir d'Hendaye, on a fait la même chose, un TGV qui pouvait embarquer quelques vélos. Et pour aller à Menton, nous sommes passés par Nice et là, nous avions pris le train de nuit. Au départ de la gare d'Austerlitz vers 8h30, il y a un compartiment pour les vélos, on a pu dormir tranquillement, on s'est réveillé le matin à Nice, c'était vraiment super. Et ensuite, on a pris un TER pour aller à Menton. Très bien, ça c'est pas trop une contrainte. Il faut savoir qu'il y a des trains qui permettent quand même de prendre des vélos sur les longues distances. Mais ce ne sont que quelques places et il faut réserver vraiment en avance, très en avance. Ça, c'est le secret. Ah oui, autrement on est vu. Ok. Alors, admettons que quelqu'un souhaite faire sa première diagonale et n'ose pas se lancer. Quel conseil tu pourrais lui donner? La première chose, écoutez les conseils de personnes plus expérimentées. Alors on ne va pas forcément avoir les mêmes conseils, parce qu'il y a les cyclotouristes un peu old school, et puis les cyclotouristes un peu plus au fait des nouvelles techniques d'entraînement, des nouvelles techniques de préparation des étapes, de l'électronique, etc. Bien se préparer en réalisant des brevets FFCT, FF Vélo, et des BRM, c'est une très bonne chose. Prendre confiance en soi, c'est important, c'est la confiance en soi, c'est déterminant. Il y a un moment, on va se sentir prêt. On peut être intimidé, bien sûr, on va avoir un petit peu de trac, c'est normal, mais il faut se sentir prêt. De toute façon, il ne faut pas être bravache non plus en disant oh, je vais y aller, j'ai fait 1000 km, je suis bon. Hein. Non, il faut être sincère avec soi. Voilà. Et puis quand on se sent prêt, physiquement, matériellement, dans sa capacité à gérer son temps, gérer son effort, gérer son alimentation et son hydratation, il faut y aller. Voilà. Et moi, en faisant comme ça, il n'y a pas un instant dans toutes mes diagonales ou Paris-Brest-Paris où j'ai pensé que j'allais échouer. Toujours, parce que j'étais parti en confiance, avec des gens qui j'avais confiance. Et puis voilà, je m'étais suffisamment préparé, sauf gros accidents, je savais que j'allais arriver au bout. Alors justement, la première, partir seul ou partir accompagné? Ça dépend de la personnalité du diagonaliste. Personnellement, je préférais partir accompagné. Voilà. Je trouve que c'est agréable de pouvoir échanger avec d'autres personnes, mais il faut partir avec des gens avec qui on a l'habitude de rouler, avec qui on a exactement le même rythme. Parce que quand on n'a pas le même rythme, ça va pas. Ça va. Voilà, si on part devant et qu'on doit attendre ses camarades,
c'est un peu frustrant, on a l'impression un petit peu de perdre du temps, c'est pas forcément une perte de temps, on va y arriver, mais ça peut créer des crispations. Voilà. Ou au contraire, encore pire, je pense, quand on a l'impression de ralentir un groupe, ça peut être aussi embêtant, je pense. Donc il faut partir avec des gens avec qui on a l'habitude de rouler. Et avec qui on s'entend bien. Ce qui est vraiment le cas avec mon ami Thierry, et là, tout se passe parfaitement bien, quoi. On n'a pas forcément besoin de se parler. Quand le silence veut dire quelque chose, veut dire qu'on est bien. Voilà, on profite. Quand on a besoin d'échanger, on est sur la même longueur d'onde. C'est vraiment parfait. Et alors, 2024, quel projet tu as, Olivier? Alors pour 2024, je pense que je vais embrayer sur une 4e Diago, qui devrait être Strasbourg-Perpignan. Comme ça, on aura fini toutes les Diagos au départ ou à l'arrivée de Strasbourg. Et puis c'est la dernière à faire pour Thierry. Voilà, il en a fait 8, ça sera sa 9e. Il aura fini un cycle. Et je pense que ce sera tout pour 2024. Peut-être des week-ends à vélo, en famille surtout. J'ai fait pas mal de cyclo-camping en famille précédemment. Et puis parce que l'année 2023 était quand même bien chargée en brevet pour préparer la diagonale qui elle-même m'a servi à préparer le Paris-Brest-Paris. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça suffit, parce qu'il n'y a pas que le vélo dans la vie aussi. Dans l'idée, tu aimerais finir un cycle? Oui, c'est tellement appréciable. Ouais, les diagonales, c'est vraiment, je trouve, une épreuve qui est d'ultra-distance, qui diffère d'autres épreuves d'ultra-distance. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire connaître ces diagonales. Parce que quand on regarde les autres épreuves d'ultra-distance, c'est sur un itinéraire préprogrammé, on n'a pas le choix, avec des points de contrôle, dont on ne peut décider de la position. Il y a un jour de départ, un jour, une date et une heure d'arrivée butoir, alors que pour une diagonale, on a un point de départ, un point d'arrivée, on part quand on veut, même en plein hiver si on veut. Bien sûr, il faut arriver dans les délais. On détermine soi-même son itinéraire, même si on prend le chemin des écoliers, on peut aller d'un point A à un point B en faisant 1500 km si on veut. En faisant des détours. Il y a quelqu'un qui a fait la diagonale Menton-Dunkerque en ne passant pas par la France. C'est en passant par l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Il faut oser quand même. Et donc ça donne une liberté de programmation de l'itinéraire. Et ça, je trouve ça absolument génial. Une liberté de navigation. Donc on crée son propre itinéraire. On peut passer par des endroits qui nous semblent plus intéressants, plus jolis. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Thierry aussi, de passer par des beaux endroits. Et ça, c'est essentiel. Donc ça diffère beaucoup des autres randonnées en fait. Ça diffère d'autres épreuves d'ultra-distance. Voilà. Alors, qui permettent aussi souvent de traverser des paysages plus sublimes. Je pense au Biking Man, où Axel Carion détermine les itinéraires pour faire passer dans de très beaux endroits. Ça, c'est clair. Ça donne envie. J'aimerais bien faire un Biking Man dans les années qui viennent. Ça, c'est clair. Ça me donne vraiment très, très envie. Mais voilà, on a cette liberté de créer son propre itinéraire. C'est quand même pas rien. C'est sa propre expérience, j'ose pas dire son chemin de vie, mais enfin, un petit bout de chemin de vie. Ses dates, son itinéraire. Ouais. Donc c'est sa fabrique à souvenirs. C'est quelque chose qu'on peut personnaliser, finalement. C'est ça l'originalité des diagonales. Pour mémoire, tu peux rappeler combien coûte l'inscription à une diagonale? C'est rien du tout, c'est 6 ou 8 euros. Merci. Et c'est parfait, là, c'est fait par Internet, on reçoit très rapidement le carnet de route, les plaques de cadre. Pascal Bachelard, le délégué FFCT, gère ça... nickel, c'est top. Dommage que ce ne soit pas plus connu. Ah oui, il faut faire connaître. Ouais. Merci beaucoup Olivier d'avoir partagé ton expérience. Un grand merci à tous les auditeurs d'avoir rejoint cet épisode et de l'avoir suivi avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par email à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro. Et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo. Au revoir Olivier. Au revoir.